Alors maintenant que l'on a créé notre table et que l'on a vu le système de migration, on va pouvoir enfin interagir avec notre base de données. Donc pour interagir avec la base de données, on va avoir besoin de la partie modèle, donc le M de MVC, pour fonctionner. Donc pour créer un modèle, c'est extrêmement simple, ça va fonctionner comme les contrôleurs, il suffit de créer une classe. Donc la classe correspondant au modèle va se situer dans le dossier app et ensuite le dossier models. À l'intérieur, on voit déjà que l'on a quelque chose de type application record qui hérite de active record de base. Donc globalement, dès que l'on va créer un modèle, on va le faire hériter de cette classe-là. C'est exactement comme on l'a fait pour les contrôleurs. Alors les modèles suivent une convention particulière, c'est le nom de la table au singulier. Donc dans notre cas, pour gérer les articles, ça va être post sans S. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler post.rp. Et à l'intérieur, donc je crée une classe post qui va extends de application controller, de application record. Et à l'intérieur, je ne mets rien pour le moment. Donc en fait, cette classe post, lorsque l'on va l'initialiser, ça va représenter un article en particulier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette classe-là est aussi utilisée pour faire des requêtes et récupérer des informations. Alors pour tester les choses, on ne va pas le faire en utilisant notre navigateur, mais on va utiliser l'invité de commande Rails. Donc Rails dispose d'un mode interactif qui vous permet de tester le framework simplement. Donc pour cela, vous tapez la commande Rails console, ou Rails C pour les plus feignants. Automatiquement, vous allez rentrer dans un environnement qui vous permettra de tester les choses. Et à l'intérieur de cet environnement, vous avez accès à vos différentes classes. Donc par exemple, j'ai accès à ma classe post qui permet de représenter un article. Alors ne vous inquiétez pas pour cette erreur-là, ça va fonctionner quand même. Donc lorsque l'on veut récupérer des résultats, il va falloir utiliser une méthode sur cette classe-là. Donc la première méthode que l'on va voir, c'est la méthode find, qui permet de récupérer un enregistrement en fonction de son ID. Donc si je regarde au niveau de ma base de données, moi j'avais créé un premier enregistrement pour tester dans mes articles qui a l'ID 1. Donc moi je veux récupérer cet enregistrement-là. Donc pour cela on fait post.find et on lui passe en paramètre l'ID à récupérer, ici 1. Automatiquement, c'est lui qui va se charger de faire la requête SQL, donc vous n'êtes pas obligé de faire un select vous-même et tout ça. Vous allez utiliser le modèle pour interagir avec votre base de données. Automatiquement, ça va vous retourner une nouvelle instance d'article, donc de post, et ça va vous donner ces différents paramètres. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais stocker ça dans une variable pour pouvoir vous montrer ensuite comment récupérer le nom ou le contenu. Donc là, je fais p égale post.find et je récupère l'article numéro 1. Si maintenant je veux récupérer le nom de l'article, il me suffit de faire p, donc notre entité, .name, et automatiquement, ça m'affichera article de test. On peut aussi le récupérer en utilisant le système de hash, donc en mettant p de .name, comme ceci, et ça me donnera aussi l'article de test. Si je veux récupérer le contenu, vous le devinez, je fais p.content, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors de manière générale, on utilisera plutôt cette première syntaxe qui est plus logique et qui correspond à l'utilisation de getter et setter que l'on verra plus tard. L'avantage, c'est que depuis cette entité, on peut aussi faire des mutations, on peut modifier des choses. Par exemple, je vais mettre un p.content et je change cette valeur-là et je lui dis ici, salut, comment ça va? Donc la valeur est changée, par contre ce n'est pas changé au niveau de la base de données. Si je veux persister les changements que j'ai fait au niveau de mon enregistrement, il me suffit d'utiliser la méthode save. Donc une fois que j'ai modifié les informations que je souhaite, je peux faire un coup de p, mon entité, .save. Donc je peux utiliser cette méthode-là, il n'y a pas besoin de mettre les parenthèses, et automatiquement, il va faire l'update au niveau de ma base de données. Si je lui demande de récupérer l'article qui a l'ID 1, hop, il va me redonner l'enregistrement avec ce changement qui a été effectué. De la même façon, ce que vous pouvez aussi faire, c'est supprimer un enregistrement en faisant le nom de votre enregistrement, .destroy. Et automatiquement, il fera un delete et il supprimera votre enregistrement depuis votre base de données. Alors en revanche, faites attention parce que P est quand même sauvegardé au niveau de la mémoire. C'est-à-dire qu'ici, je peux continuer à faire p.name et compagnie, même si ça n'existe pas au niveau de votre base de données. D'ailleurs, si je me dis, tiens, je rechange le contenu, il me bloque et il me dit, le hash a été bloqué. Donc c'est une erreur qui est tout à fait normale et qui vous empêche d'imaginer que votre hash continue à exister. Le hash a été bloqué parce qu'il vous sauvegarde une copie de l'information avant qu'elle ait été supprimée de votre base de données. Donc
il existe tout un tas de méthodes qui vont vous permettre d'interagir avec la base de données. Donc ça va être très difficile de tous les voir aujourd'hui, mais je vous propose de voir les plus connus. Donc on a vu comment récupérer un enregistrement et comment le modifier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux créer un nouvel enregistrement? Alors vous avez plusieurs méthodes. La première méthode, c'est de créer un nouvel enregistrement en faisant post, le nom de votre classe, new. Vous créez une nouvelle instance de post. Et ensuite, vous la remplissez avec ce que vous voulez. Par exemple, ici, je mets un name et je mets salut. Et enfin, une fois que vous êtes satisfait, vous le devinez, vous utilisez la méthode save. Dans ce cas-là, il sait que l'enregistrement n'a pas été récupéré depuis la base de données et plutôt que de faire un update comme tout à l'heure, il va faire un insert et il crée ce nouvel enregistrement. Maintenant, si je le souhaite, je peux faire p.id et automatiquement, il a récupéré l'id de cet enregistrement. Voilà, donc ça, c'est la première méthode. Vous avez une autre méthode qui est un raccourci, c'est la méthode create. Donc vous pouvez lui dire, par exemple, je crée un nouvel enregistrement et je fais post.create et je te passe en paramètre le nom et le nom, ça sera article 3 et je te passe aussi le contenu de test. Et le create va créer une nouvelle instance de post, mais en plus de cela, il va persister les informations. Donc en plus, il fait l'insert tout seul, ce qui est plutôt pratique. Donc le new permet d'initialiser un objet. Donc vous pouvez l'initialiser aussi en le remplissant. Vous pouvez faire un post.new et lui dire je te donne un nom par défaut. Et automatiquement, ça crée un nouvel enregistrement avec le nom. Par contre, ça ne le persiste pas. Donc new permet de créer une nouvelle instance. Et create permet de créer une nouvelle instance et de persister l'information tout de suite après. Voilà, donc suivant les cas, vous allez utiliser l'un ou l'autre. Alors maintenant, je vais récupérer l'enregistrement de 3, celui qui a été persisté. Donc je fais un p égale post.find3. Et on va parler des updates. Donc pour updater un enregistrement, donc modifier une de ses valeurs, on l'a vu, on peut modifier une de ses propriétés et faire un save derrière. Automatiquement, il va connaître les propriétés qui ont été modifiées et les mettre à jour. Alors on a d'autres méthodes, on a la méthode par exemple update. Ça permet d'updater plusieurs champs à la volée et ça a une écriture un petit peu plus simple que d'écrire plusieurs lignes. Si j'ai envie de changer à la fois le nom et le contenu de cet article, je peux faire p.update et je lui précise les nouveaux attributs. Je change le nom pour mettre haha et je change le contenu pour mettre haha aussi. Bon, je ne suis pas très inspiré. Mais automatiquement, il va faire l'update et il va changer les informations au niveau de notre modèle. Si je fais p.name, j'ai le nouveau nom. Et enfin, pour supprimer un enregistrement, on l'a vu tout à l'heure, c'est la méthode destroy, qui fait un delete au niveau de la base de données et qui ensuite freeze le modèle, histoire que vous ne puissiez plus faire de modifications. Donc après, vous le devinez, il y a aussi plein de méthodes qui vont être utiles pour récupérer des enregistrements de manière plus globale. C'est-à-dire que lorsque l'on fait du SQL, on a par exemple envie de récupérer tous les enregistrements qui correspondent à une condition, on a envie de récupérer le dernier, le nombre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, il y a beaucoup de méthodes qui sont disponibles. Donc encore une fois, si vous avez besoin de plus d'informations, il ne faut pas hésiter à aller sur la documentation, dans la partie guide, et vous allez dans Active Record Basics. Globalement, ça va reprendre un petit peu ce que l'on a vu ici, mais ça va vous montrer toutes les méthodes qui sont disponibles. Et vous avez un petit peu plus tard plus d'informations sur le fonctionnement des requêtes. Là, le but, c'est de vous donner vraiment les fonctionnalités de base pour pas forcément qu'on ait besoin d'y revenir dessus. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous décrire toutes les méthodes, il y en a vraiment beaucoup. Le mieux, c'est de les découvrir au fur et à mesure de vos besoins et de vos cas d'utilisation. Donc on a vu pour récupérer un enregistrement en particulier qu'on pouvait faire un post.find et récupérer l'enregistrement que l'on souhaite. Si on veut récupérer le premier enregistrement, on peut utiliser directement la méthode first. Donc là, globalement, ça lui demandera de récupérer tous les enregistrements en mettant juste un limite 1 pour récupérer le premier. Si on veut le dernier, vous devinez la méthode, c'est la méthode last. Si vous voulez récupérer le nombre, vous avez une méthode qui s'appelle count, qui fera un select count et qui vous renverra non pas une instance ce coup-ci, mais simplement le chiffre correspondant au nombre d'enregistrements. Si vous voulez récupérer tous les articles depuis la nuit des temps, vous faites un post.all. Donc là, attention, ça ne vous renverra pas un modèle comme c'était le cas précédemment, mais ça vous renverra un objet de type ActiveRecordRelation qui va contenir vos différents enregistrements. Ici, on voit que ça contient deux enregistrements. Le premier avec l'ID 2 et le second avec l'ID 3. Donc si je sauvegarde ça dans une variable que je vais appeler post avec un S, si je veux le premier, je fais post 0. Et si je veux le second, je fais post 1. L'avantage, c'est que ici, ça n'utilise pas un tableau, mais un objet de type ActiveRecordRelation. Donc si j'ai besoin, je me rends sur l'API. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Je regarde ce que c'est que l'ActiveRecordRelation. Donc là, je peux directement taper relation. Voilà, je trouverai un petit peu plus rapidement.
Et là, on a plein de choses et ça hérite même d'autres modules tels qu'énumérables et tout. Donc par exemple, si je voulais récupérer le premier enregistrement, sur cette relation-là, je pourrais lui demander, tiens, je veux le premier. Et de la même façon, je peux lui demander le dernier. Alors on peut se dire, quelle est la différence par rapport à ce que l'on a fait précédemment? Là, c'est qu'on a fait notre select pour récupérer tous les enregistrements, et c'est après, sur cette collection-là, que l'on récupère le premier ou le dernier. Dans le cas précédent, on lui demandait de récupérer le premier directement depuis la base de données. Donc suivant les cas, on utilisera un cas ou l'autre. Donc après, de la même façon, on a des méthodes qui correspondent à ce que l'on aurait besoin de faire au niveau de MySQL. Par exemple, si je veux récupérer un enregistrement, je peux lui faire un post.limit et je lui dis je veux récupérer qu'un seul enregistrement. Et là, ça me mettra un limite 1. Si je veux utiliser une organisation particulière, je peux lui dire je veux que tu organises par exemple par name. Et là, il organisera par nom. De la même manière, on peut cumuler les choses. On peut lui dire hop, je veux que tu réorganises par nom, mais que tu récupères que le premier enregistrement. Je peux utiliser aussi des conditions. Je peux lui faire, je veux récupérer l'enregistrement où le nom est salut. Hop. Et là, ça mettra un where. Donc là, ces méthodes, on les verra aussi au fur et à mesure, mais le where, le order, le limit, je réfléchis, je pense pas à grand chose d'autre. Pour les joins, on le verra plus tard, c'est un petit peu plus compliqué. Dernière petite chose, vous avez la possibilité de faire un update all ou un destroy all si vous avez envie de supprimer tous les enregistrements. Donc vous pouvez mettre une condition et lui dire de tout updater. Donc par exemple, vous pouvez faire un post.where. Je vais dire tous les enregistrements qui ont le nom salut. Je veux que tu updates en faisant update all et que tu changes le nom et que tu mettes bienvenue. Hop, et dans ce cas-là, il fera un update en utilisant notre condition. Et de la même manière, vous pouvez lui dire de faire un destroy all. Et dans ce cas-là, il supprimera tous les enregistrements. Hop, qui correspondent à cette condition-là. Ici, dans notre cas, il n'en trouvera aucun, donc il ne supprimera rien. Alors, vous pouvez vous dire, c'est bizarre. Là, il a fait un update où il a tout mis à jour, mais dans ce cas-là, il a fait un select en premier. Alors, il fait un select parce que dans les modèles, on pourra établir plus tard un comportement en lui disant, quand cet enregistrement est supprimé, je veux que tu supprimes l'image associée, par exemple. Donc, lorsque vous faites un destroy all, il va d'abord récupérer tous les enregistrements et les supprimer les uns après les autres. Si vous voulez lui demander de faire un petit peu comme le update, c'est-à-dire de mettre à jour sans forcément avoir à se soucier des callbacks, entre guillemets, encore une fois on le verra plus tard, on mettra un delete all. Et dans ce cas-là, il utilise directement la requête SQL. Voilà, donc il y a souvent comme ça des petites subtilités au niveau de Ruby on Rails. On peut être tenté de se dire, ouais mais les deux elles font la même chose, mais à la fois au niveau des performances des requêtes et à la fois au niveau de ce que ça implique derrière, c'est différent. Donc c'est pour ça que des fois, le principe de convention over configuration est un petit peu discuté. Parce que si on ne comprend pas bien comment se passent les choses derrière, on peut avoir des surprises au niveau du fonctionnement de notre code. Donc maintenant, pour finir, ce que l'on va faire, c'est essayer d'afficher nos différents articles sur notre page. Donc je quitte le mode interactif en faisant ici un exit. Donc je vais me rendre au niveau de mon système et je vais créer une nouvelle route. Donc je vais, hop, ici, au niveau de notre dossier config, dans notre fichier routes.rb, je vais cacher la partie base de données et je vais créer une nouvelle route pour nos articles. Donc je vais faire get/article, ça pointera vers le contrôleur post et l'action ça sera index pour afficher tous les articles. Et je vais lui dire ici l'action à appeler, ça sera l'action, on va l'appeler post. Le nom de notre route, ça sera post avec un S. Maintenant, je dois créer le contrôleur et les vues qui correspondent. Alors, si je veux pas m'embêter, j'ai un petit raccourci. Je peux faire un coup de raid, generate contrôleur, et je veux générer un contrôleur qui va s'appeler post avec un S, et je veux générer une action qui va s'appeler index. Si je fais ça, je vois qu'il va créer notre post contrôleur. Il rajoute l'action. Donc, nous, on l'avait déjà fait, donc on peut le supprimer. Ce n'est pas utile de la mettre ici. Ensuite, il crée la vue qui correspond, donc il crée le dossier et la vue. Et après, il crée des tests et des helpers et d'autres choses. Alors ça, on en parlera plus tard, mais pour l'instant, vous pouvez l'ignorer. Mais l'avantage, c'est qu'il nous a créé notre vue et notre contrôleur par défaut. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre la logique. Donc au niveau de notre contrôleur, donc c'est notre post contrôleur, je vais lui dire de récupérer tous les articles. Et je sauvegarde ça dans une propriété de notre contrôleur. @post avec un S égale post.all. Maintenant, au niveau de ma vue, donc c'est ici post/index, mais je peux récupérer les différents articles. Donc on va mettre un H1, article du blog. Pour le moment, je vais simplement les afficher en faisant un @post.inspect pour inspecter et voir un petit peu de quoi il en retourne. Si je me rends sur ma page et que je me rends sur /article, hop,
je vois que je me retrouve avec une instance de Active Record Relation, et après j'ai mes différents enregistrements. Donc si je veux itérer dessus, je peux utiliser la méthode each. C'est un petit peu comme un tableau, vu que ça hérite des numérables. Donc là, hop, j'utilise ma petite boucle. Alors on va pas afficher tout de suite, on fait un @post.each do, et chaque fois que je boucle, ici j'aurai une instance de mon article. Et après, je n'oublie pas de mettre un end. Et à l'intérieur, je peux faire ce que je veux. Donc je mets un h2 et j'affiche le titre de l'article, post.name. Et après, j'affiche mon contenu, post.content. Et là, on va mettre un petit paragraphe, histoire que ça soit un poil mieux formaté. Et vous le voyez, c'est très simple à utiliser. Si je réactualise ma page, je vois que j'ai mon premier article bienvenue avec aucun contenu, et j'ai mon second article avec marqué les gens. Donc voilà globalement pour tout ce qu'il y a à connaître sur le système de modèles. Donc on va s'arrêter là pour le moment, et ce que l'on va faire dans le prochain chapitre, c'est qu'on va voir le CRUD. Donc le CRUD, c'est pour Create, Read, Update and Destroy. Donc globalement, on va mettre en place un système qui va permettre d'afficher les articles individuellement. Donc là, on aura un bouton pour voir l'article, un bouton pour éditer l'article, supprimer l'article et mettre à jour l'article. Donc je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre.